Ça va? Amis réfractaires, aujourd'hui on lance la semaine SFAM. Ça veut dire que toute cette semaine, il va y avoir une vidéo par jour à 20 h. De cette façon, on va pouvoir détailler un maximum tous les aspects de la SFAM et on va pouvoir synthétiser toutes les informations et tous les témoignages que nous avons reçus. D'ailleurs, si tu veux participer à cette enquête, si tu as des trucs à nous dire, des documents à nous filer, eh ben, il y a une adresse mail pour ça, c'est sfam@lecanardréfractaire.org, qui est protégée par le secret des sources des journalistes, mais aussi par le secret judiciaire de notre avocat. Et l'objectif, c'est évidemment de faire une analyse un petit peu de la SFAM, mais c'est surtout de constituer un gros dossier de presse qu'on va envoyer après à tous les médias. Voilà, donc notre objectif à nous, c'est le dossier de presse et on va essayer de le finir pour la semaine prochaine. Donc les vidéos, c'est à la fois un moyen pour informer les gens, mais aussi pour dire aux gens de la SFAM que si vous voulez nous aider à faire ce dossier de presse, il y a moyen, l'adresse mail, c'est sfam@lecanardréfractaire.org. Bref, cette vidéo, c'est la suite de la dernière qui avait eu la semaine dernière, qui concernait les pratiques commerciales de la SFAM. Et dans cette vidéo, on va prendre pour acquis le fait que vous avez vu cette vidéo et on va pas trop revenir sur cet aspect-là. On va causer donc ici de management et de comment est-ce que les salariés semblent être traités là-bas, puisque oui, tout sera reconditionnel dans cette vidéo comme d'habitude. Et pour s'intéresser à ça, déjà, il faut dire que ce soit à la Fnac, dans les Upside Store, dans les Switch, à B2S, à Romans-sur-Isère, à Roanne ou à Paris, enfin partout où on a eu des témoignages, c'est toujours la même chose qui est répétée. Donc ça veut dire que la SFAM semble appliquer le même business model. Tu sais, les mêmes pratiques de management et les mêmes pratiques commerciales. Ce qui fait qu'ici, on va parler de manière un petit peu indifférenciée des magasins et des call centers. Donc des fois, on va donner des exemples précis, on va dire si ça se trouve dans un magasin ou dans un centre d'appel, mais globalement, c'est la même chose. Ce business model semble être bâti, semble être construit à travers une maxime et un objectif qui est de faire signer un maximum de contrats et de rembourser un minimum de clients. Et donc on va s'intéresser aux pratiques de management qui permettent de faire en sorte que les salariés appliquent cette maxime. On a essayé de décortiquer 4 managements qui sont évidemment interconnectés tous, mais voilà, on a essayé de les séparer pour faire quelque chose de plus clair. Et le premier des managements, c'est le management par la peur. Une des pratiques qu'on a retrouvé dans tous les témoignages, c'est le chaud-froid. Par exemple, un jour, un manager va chanter les louanges d'un salarié, va lui dire que son appel, il est utilisé dans les centres de formation de la SFAM tellement il est bien, qu'il faut qu'il continue comme ça, enfin bref, le salarié se sent ultra valorisé, et quelques jours après, quelques semaines après, pour des motifs assez bizarres et assez contestables, le même manager va dire au même salarié qu'il est une merde, qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite pas la SFAM, que son équipe se porterait mieux sans lui, etc., etc. Ça, ce sont des paroles qui ont été reportées de nos témoignages, mais de manière générale, à un moment le directeur est gentil, à un moment il est méchant, et ça reboucle comme ça en permanence, ce qui fait que le salarié ne sait jamais s'il fait du bon taf ou pas, il se sent toujours menacé, il ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Ce serait une manière de le déstabiliser. D'ailleurs, la direction a toujours quelque chose à reprocher aux salariés, et ça pour 2 raisons. La première, c'est que le management en général essaye de pousser au maximum les salariés à faire des appels ou à faire des ventes pour essayer de choper des contrats. Ce qui fait que quand tu fais, on va voir après, mais quand tu fais 100 appels par jour, forcément parmi ces 100-là, tu en as un qui n'est pas bon et ça va être celui-là dont le manager va se servir pour te faire des reproches. La deuxième raison, c'est que la direction donnerait des ordres contradictoires à ses salariés. De telle sorte que personne ne sait jamais où sont vraiment les limites. Tout est un peu flou. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire, tu sais pas jusqu'où tu as le droit d'aller, tu sais pas ce qu'attend la direction de toi, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, vu que tout est contradictoire, tu désobéis forcément à quelqu'un. Et vu que la logique du profit, la logique de faire du contrat un maximum te pousse à faire beaucoup de choses et à être borderline, forcément à un moment ou à un autre, même si tu réponds à un ordre de quelqu'un, tu vas forcément désobéir à un ordre de quelqu'un d'autre. Et le fait d'avoir des ordres contradictoires comme ça permettrait à la direction de faire n'importe quel reproche à n'importe quel salarié qui a juste fait son travail. La deuxième technique du management par la peur, c'est ce qu'on va appeler l'action-réaction. En gros, quand le salarié se montre trop conciliant avec le client, la direction réagit vite et réagit fort. On nous a raconté cette histoire d'un vendeur réfractaire à qui on a obligé de vendre un contrat à une personne fragile, une sorte de rite d'initiation. Dans une entreprise qui s'appelle B2S, qui est aussi liée à la SFAM, quand tu fais quelque chose de mal, on te menacerait d'être envoyé au Maroc. Et ça, c'est même inscrit sur le contrat de travail que tu peux être balancé au Maroc, et donc ce serait aussi un moyen de pression contre les salariés. D'autres managers dans les magasins obligeraient
les salariés à sauter sur les clients à peine ils sont venus pour essayer de leur vendre des contrats. Et des histoires comme ça, tu en as eu pas mal et on a l'impression que ça servirait à essayer de casser toutes les habitudes et toute la formation des vendeurs pour qu'ils ne se concentrent pas sur le fait de conseiller des clients mais qu'ils se concentrent sur simplement vendre des contrats. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné dans nos témoignages, tu as une personne qui a dit qu'à la SFAM, on nous reformate. D'ailleurs, dans les magasins, il y a aussi la volonté d'organiser la compétition. Là-bas, les statistiques seraient disponibles sur les logiciels mais aussi affichées sur les tableaux tous les jours où tu verrais les statistiques de chaque personne, de chaque rayon, de chaque magasin, de sorte à vouloir organiser de fait la compétition entre les gens pour qu'ils vendent toujours plus de contrats. À Romans-sur-Isère, tu aurais aussi ce qu'on appelle des lauréats, c'est-à-dire des personnes qui ont fait par exemple le plus de ventes dans le mois. Et ces personnes-là, qui sont en haut du classement, à la fin tout le monde est obligé de les applaudir, ils ont des petits cadeaux, des trucs comme ça, ce qui forge un esprit de compétition en permanence. Et ça crée aussi une sorte d'auto-surveillance mutuelle et qui semble assez malsaine. Et ça qui se rajoute au fait que les magasins seraient filmés évidemment, mais surtout surveillés par les directeurs. On a eu aussi pas mal de témoignages de personnes qui disaient que les managers seraient très bons dans la capacité de se servir des émotions des salariés pour essayer de les tirer au maximum vers la vente de contrats, quitte à les pressuriser un petit peu trop. Le vrai mot qu'on m'a transmis, c'est le mot emprise. La SFAM aurait une emprise sur ses salariés par une peur qui serait permanente. Une emprise dont les managers se serviraient pour soit transformer les salariés en vrais petits robots de la Startup Nation, soit de les détruire, voilà, de les pressuriser, de les détruire. On a eu beaucoup de témoignages qui nous ont raconté ça en tout cas. Et d'ailleurs, si les magasins ne font pas d'assez bons résultats, on envoie les requins, et si tu sais pas ce que c'est les requins, on voit ça demain. Donc d'un côté, les employés seraient surveillés, et de l'autre côté, la SFAM fait très peu confiance à ses salariés. Du lundi au jeudi, tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone portable, et le vendredi, c'est même la journée RGPD, c'est pas une blague, et cette journée-là, du coup, ça oblige les salariés à donner le téléphone portable au superviseur. Et ça ne s'applique pas évidemment aux supérieurs, aux superviseurs. Ça, c'est juste pour les vendeurs, c'est juste pour les personnes qui sont des téléconseillers. Mais dès que tu passes un cran au-dessus, là, tu as le droit d'utiliser ton portable comme tu veux. On a eu aussi des cas de personnes qui ont reçu des SMS de la part de la SFAM, ou d'employés de la SFAM et des employés assez laquais, et ces SMS, c'était pendant leur arrêt maladie et c'était pour continuer à leur mettre la pression, même quand la personne n'est pas au boulot. Et ça, ce serait une manière qu'a la SFAM de marquer une présence permanente sur les gens, et ça alimente aussi la théorie de l'emprise. Et par rapport à l'ambiance, tous les témoignages recoupent sur le même truc, c'est de dire qu'avec le copinage, avec la peur, avec la concurrence, l'ambiance est clairement malsaine. Par exemple, tu as des salariés qui n'hésiteraient pas à faire de la délation pour des raisons bidons à leurs propres collègues, tout ça pour se faire bien voir de la direction. Ou alors on nous a raconté aussi le cas de rumeurs de collégiens vraiment râlés pâquerettes qui circuleraient d'une vitesse incroyable, qui seraient répétées, transformées et jamais oubliées. Donc forcément, quand tu vois que tout circule autant, tu te dis il faut parler à personne, il faut se méfier de tout le monde. Et du coup, tu as même peur d'aller voir tes collègues. Et dans cette ambiance malsaine, il y aurait aussi pas mal d'hypocrisie. On nous a raconté le fait que à la Pause Club, tu as pas mal de personnes qui critiquent les managers, mais quand ces mêmes personnes se font convoquer par les managers, là c'est tout un autre discours. Du coup, se rajoute à l'ambiance malsaine et à l'hypocrisie une certaine dissonance, ce qui n'arrange pas les choses, ce qui fait que c'est un bordel monstre de travailler là-bas. Et ça, évidemment, d'après nos témoignages. Mais évidemment, autre que la peur, le très gros levier de management, c'est l'argent. Quand tu commences en tant que vendeur ou en tant que téléconseiller, on te promet des salaires à 2000 ou à 3000 euros, c'est vraiment le gros argument. Sauf que c'est pas tout à fait des salaires, c'est surtout constitué de primes. Le salaire de base, lui, il est entre le SMIC et 1500 euros, globalement, quand tu es vendeur. Et tout le reste, c'est constitué uniquement de primes. Ces primes, elles sont déterminées par ce qu'on appelle un pay plan qui doit détailler la manière dont est constituée la prime, c'est-à-dire si tu fais tant de ventes, tu as tant d'argent, si tu conserves tant de contrats, tu as tant d'argent, quelque chose de simple, de clair, de carré. Sauf que le problème à la SFAM, c'est qu'on a eu beaucoup de retours sur le fait que ces pay plans soient très flous et changent de manière très rapide. Ce qui permettrait éventuellement le fait d'attribuer de manière arbitraire des primes à certains profils, ce qui donnerait en théorie donc le pouvoir à des managers d'attribuer des primes de manière totalement arbitraire à tel salarié et pas à un autre. Et ça, ça permettrait concrètement le copinage. Et le copinage, c'est le truc qui a été répété dans tous les témoignages. À chaque fois que j'ai posé la question, c'était oui, il y a du copinage à la SFAM. Des primes qui poussent aussi à essayer de faire un maximum de ventes. Par exemple, dans les magasins,
tu as une prime pour les contrats que tu as vendus et une prime pour les produits que tu as vendus. Sauf que la prime produit ne se déclenche que si tu arrives à déclencher la prime contrat. Ce qui fait que l'objectif quand tu es vendeur, c'est de vendre des contrats et les produits sont accessoires. Ces primes, c'est une réalité pour les vendeurs, mais aussi pour les responsables de rayon, mais aussi pour les directeurs, mais aussi pour les coachs animateurs, mais aussi pour les cadres régionaux. C'est-à-dire que tout le monde dans toute la hiérarchie a un intérêt à vendre un maximum de trucs et un intérêt du coup à laisser les pires pratiques se faire. Et en plus des primes, tu as aussi des objectifs qu'il faut atteindre à toutes les échelles, ce qui renforce encore le phénomène. Bref, d'un côté, il y aurait des primes, de l'autre côté, il y aurait des objectifs, ce qui justifierait la pression, surtout que tu as des chiffres de partout, les managers ne parleraient que de chiffres en permanence, ce qui fait que toute la pression de la hiérarchie retombe fondamentalement sur le salarié et forcément sur le client à côté, puisque le salarié a un petit peu intérêt et on l'oblige un petit peu à faire des pratiques douteuses. Et ça, encore une fois, d'après nos témoignages. Là-bas, le fric, il se mérite. Si tu as 2 jours dans le mois où tu es absent, même si cette absence est justifiée, tu perds 500 € de prime. Donc ça veut dire que tu perds une grosse partie de ton salaire si tu tombes malade ou si tu as des gamins à garder. En bref, si tu ne te donnes pas à fond à l'entreprise. Dans les call centers, tu as un autre phénomène qui est intéressant, c'est le fait que eux, ils sont payés par rapport à la conservation des contrats. C'est-à-dire que tu as un mec qui appelle pour résilier, il faut qu'ils arrivent à le convaincre de ne pas résilier. Après, ça fait un pourcentage, et il faut qu'ils atteignent un certain nombre de pourcentages pour toucher une prime et atteindre leur objectif. Sauf que évidemment, dans le call center, tu as beaucoup de personnes qui appellent et qui sont vénères, qui ne veulent rien entendre et qui veulent juste une annulation. C'est ce qu'on appelle une annulation gratuite et ça fait bien chier les employés parce que ça nique absolument toutes leurs stats, ce qui justifierait des convocations au manager comme on a vu au début. Et par conséquent, tu as des salariés qui préféreraient ne pas faire suivre les annulations pour ne pas faire baisser leurs stats au grand plaisir des clients. Mais surtout, tu as un phénomène intéressant, c'est que les managers peuvent dire via la messagerie instantanée à tel salarié que l'annulation qu'ils viennent de subir, ils peuvent la passer sur le compte du manager. Ça veut dire que de manière arbitraire, le manager peut dire à telle ou telle personne que leur annulation n'est pas comptabilisée dans leur stats et donc ne fera pas baisser leur prime. Ça veut dire que le manager, si cette information est vraie, peut choisir parmi tous ses salariés des gens qui toucheraient une prime et des gens qui n'en toucheraient pas. Et là, on parle encore une fois d'un phénomène qui est une annulation gratuite sur lequel personne ne peut rien faire. Donc c'est pas jugé sur la compétence et ce serait aussi un autre mécanisme du copinage. Et il y a d'autres trucs qui nous font penser que la SFAM est un peu tatillon aussi sur les salaires. Par exemple, tu as les briefs. Donc les briefs, c'est 3 fois par semaine, 15 minutes, il faut que tu viennes plus tôt au boulot pour que les managers, les animateurs, ils fassent le brief en disant oui, il faut faire ça, tout se fait à l'oral évidemment. Et ça poserait pas trop de soucis si les salariés ne nous avaient pas dit, d'après eux, que ces briefs n'étaient pas comptabilisés dans le temps de travail. Sauf que 15 minutes, 3 fois par semaine, ça fait 45 minutes. Sur une année, ça fait une semaine de travail. Ça veut dire que les gens à la SFAM n'ont que 4 semaines de congés payés. Et ça, juste à cause des briefs. Mais d'après nos infos, à Roanne, les briefs seraient comptabilisés dans le temps de travail, ce qui veut dire que si à Romans-sur-Isère vous vous syndicalisez, vous aurez au minimum une semaine de congés payés en plus, ce qui est pas si mal quand même. D'ailleurs, c'est des briefs où tout le monde doit applaudir à la fin. Genre, on est tous contents d'être dans la Startup Nation, donc tout le monde applaudit. Et si tu n'applaudis pas, tu es mal vu par tout le monde. Voilà, on n'essaye pas de rendre les gens heureux, mais par contre, il faut qu'ils expriment le bonheur parce que Startup Nation. On nous a aussi raconté des problèmes sur les fiches de paie avec des prélèvements qui seraient un peu étranges. Et lorsque le CSE a demandé à Sadri Fegaillé d'expliquer là-dessus, d'abord il a fait une réponse un peu floue et après il a dit quasiment texto que si les salariés n'étaient pas contents, ils pouvaient aller voir ailleurs. Voilà, c'est une forme de dialogue comme une autre. Et ce dont on n'a pas parlé aussi, évidemment, c'est le fait que tous les salariés doivent appliquer des techniques de commercial un peu douteuses après leur témoignage. Donc évidemment, ça ne pose pas de problème à certaines personnes, mais la grosse majorité des personnes de la SFAM, ça pose de graves problèmes éthiques. Voilà, tu sais pas ce que tu fais de ta journée, t'es pas forcément fier de ce que tu fais de ta journée, et ça se rajoute à tout le management qu'on a vu. Donc à la fois, tu sembles pressurisé par la direction et aussi pressurisé par les clients, ce qui te fait passer des journées assez fatigantes et assez mouvementées. Le troisième, c'est le management par le profil, et tu as une personne qui a très bien résumé ce truc-là en disant « Une idée personnelle, ça suffit à avoir la hiérarchie sur la tronche ».
Les salariés à la SFAM seraient classés par rapport à leur aptitude de travailler dans cette entreprise. Et ces aptitudes, d'après les témoignages, c'est pas du tout la capacité à faire de la qualité, machin, ça ce serait pas du tout valorisé dans l'entreprise. La chose qui serait valorisée, c'est le fait de ne pas poser de questions et de faire le sale boulot, d'après nos témoignages. Les profils problématiques, ce seraient les profils low, et on va écouter un morceau d'un témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours. Après quelques mois à la SFAM, la conscience arrive et tu te dis, on fait des trucs qui ne sont pas concevables. À ce moment-là, on devient un profil low pour les managers. Alors, comme les autres étiquetés, les superviseurs vont te mettre la pression. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te surveille. Ils te font sentir qu'ils sont là, ils sont sur toi. Chaque appel est épluché et quand tu en fais 100 par jour, tu en as forcément un qui permet de justifier des critiques, des avertissements ou des ruptures conventionnelles de contrat pour inaptitude. De la sorte, ils font le tri entre ceux qui sont prêts à arnaquer des gens toute la journée et les autres. Et vu que ce sont des profils précaires qui sont employés, le contrôle est bien plus simple. Et c'est pour cela aussi que la période d'essai dure 3 mois. Se rajoute à ça en plus des entretiens qu'ont subis des salariés et qui nous ont restitués. Et dans ces entretiens, le manager dirait des trucs du style pouvoir facilement faire un dossier à charge contre un employé qui est sorti du rang. Et si les salariés ressentent ça, c'est qu'ils ont vécu, eux, comme expérience, des menaces de la part de leur manager qui disaient pouvoir évincer n'importe qui n'avait pas le bon profil. Et pour étendre le spectre des choses qu'on peut te reprocher, il y a aussi pas mal de remarques sur le style vestimentaire, sur comment tu te comportes, sur les personnes à qui tu parles aussi, ce genre de trucs. Et ce sentiment de surveillance, il est accru par le fait que les managers, très régulièrement, ils convoquent les employés pour faire un bilan de leurs statistiques, de leurs aptitudes, et pour ajuster les différentes pratiques de management. Mais la surveillance va encore plus loin lorsque tu as des personnes assez laquées à la SFAM qui envoient des SMS à des personnes en arrêt maladie, et ils sont nombreux, pour savoir s'ils vont bien, machin, et pour continuer en réalité à leur mettre la pression alors même qu'ils ne sont plus dans l'entreprise. À plusieurs reprises, on nous a raconté aussi la même histoire d'un employé qui a été blacklisté, parce que des employés apparemment sont blacklistés, et tu en as un qui était tellement blacklisté qu'il y a eu des mails qui ont circulé en disant que ce gars-là, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas le voir. Tu sais, on a l'impression que les salariés sont dans une cage et que tu en as qui font des expériences sociales pour savoir si oui ou non ça peut permettre de faire plus de contrats. Évidemment, toutes ces pratiques de management, c'est décidé entre les supérieurs, il n'y a qu'eux qui décident, et c'est les salariés qui subissent à côté. Et ça, encore une fois, selon nos témoignages. Bref, d'après nos témoignages, les managers savent très bien quel profil valoriser, savent très bien quel profil pressuriser, et ils auraient énormément d'outils, soit pour valoriser, soit pour pressuriser les salariés. Le quatrième management, il est plus court, celui-là, c'est par rapport au manque d'informations, et on en a un peu parlé au début, quand on disait que tout était contradictoire quand les managers parlaient avec les supérieurs, avec les machins, les trucs, de telle sorte que les salariés ne savent pas quoi faire, et qu'on peut leur reprocher d'avoir fait leur travail. Mais tu as d'autres exemples, par exemple des vendeurs en magasin qui veulent savoir si oui ou non un des contrats qu'ils ont voulu annuler a bien été annulé. Ils vont appeler un service, ce service-là va leur dire non, ce contrat n'est pas annulé. Ils vont appeler un autre service, ils vont lui dire le contraire. Et pareil, surtout au tout début, par exemple à l'ouverture des boutiques Switch ou Upside Store, quand tu as des salariés qui venaient voir les managers en disant c'est quand même un peu bizarre les pratiques qu'on fait ici, les managers répondraient de manière assez générale que soit c'est dû à un problème technique, soit on va faire remonter ça, on va arranger ça, ce qui n'arrive jamais vraiment. Et certains aussi témoignages assez pertinents posent le problème de la contradiction structurelle. En gros, que ce soit par les mécanismes des primes ou par le mécanisme des objectifs, on demande à un salarié de faire tellement de contrats qu'il ne peut pas faire de la qualité, et pourtant, officiellement, la SFAM à ses salariés, à ses supérieurs, à ses cadres, il leur dit « faites de la qualité ». Or, c'est un témoignage qui nous a dit ça, qui était pas mal, c'est comment est-ce qu'on peut nous demander de faire de la qualité quand on nous demande à côté de cocher des services et des contrats à l'insu des personnes. Voilà. Dernier exemple pour ce truc-là, tu as par exemple à Romans-sur-Isère, les supérieurs qui étaient au courant qu'à partir d'une certaine date, les doubles prélèvements allaient s'accélérer. Donc ce qui allait provoquer inévitablement beaucoup d'appels de personnes qui trouveraient ça scandaleuse dans les call centers, dans les centres d'appel. Sauf que les supérieurs auraient été au courant de ça, mais évidemment les salariés n'ont pas été mis au courant alors que ce sont ces salariés-là qui doivent affronter les clients. Ce qui donne l'impression aux salariés d'être là devant le fait accompli, ce qui n'est pas la meilleure des choses pour parler aux clients et faire de la qualité justement. On a donc vu les 4 managements, par la peur, par l'argent, par le profil et par le manque d'information. Et lorsque ces 4 managements sont appliqués à un profil qui est un profil low et que les managers voudraient virer, renvoyer, pressuriser,
Il y a un moment ce qu'on appelle la rupture. La rupture, c'est ce phénomène qu'on a retrouvé dans les témoignages, enfin, d'après nos témoignages encore une fois, hein, mais ça arrivait assez souvent, c'est ce moment précis où tout d'un coup, tu n'es plus un salarié comme les autres, tu es un salarié qu'il faut virer, qu'il faut pressuriser. C'est le sentiment qu'ont ressenti beaucoup de personnes qu'on a entendues dans nos témoignages. Une rupture, on a remarqué, qui arrive souvent après un arrêt maladie, ce qui serait peut-être le signe pour les managers que cette personne ne se donne pas à fond pour l'entreprise. Au moment de la rupture, la direction ferait alors tout pour que le salarié parte et il lui en met constamment plein la gueule. Les convocations avec les managers se multiplient. Et toujours de manière improvisée, ça se fait en off, et vu que tu es constamment chez le manager, tes stats dégringolent, ce qui provoque des convocations au manager, vu que tu n'as pas fait tes ventes comme il le fallait. Et tu rentres dans un cercle vicieux où petit à petit, on essaie de te dévaloriser, on essaie de t'empêcher de travailler pour justifier soit une rupture conventionnelle, soit un licenciement. Et ça, c'est le vécu de nos témoins. Se rajouteraient à ça des stratégies pour essayer d'isoler les individus, les salariés. Et aussi des baisses de primes, parce que dans notre hypothèse, elles peuvent être arbitraires, et donc là, ils choisiraient arbitrairement pour cette personne-là de les baisser. Et la dernière menace, c'est la menace de ne jamais retrouver un boulot ailleurs, notamment dans la Drôme, notamment à Romans-sur-Isère, où tu as Sadri Fegaillé qui est très puissant. Et ça, ça se rajoute à une journée normale de l'ASFAM, où tu passes ton temps soit à te faire engueuler par les clients, soit à essayer d'arnaquer des clients d'après les témoignages que nous avons eus. Donc si on résume cette situation qu'on a essayé de dresser avec les témoignages, tu as d'un côté un management qui te pressurise un maximum. Tu as de l'autre côté une logique de chiffres qui te pousse à vendre de plus en plus de contrats ou à passer de plus en plus d'appels. Se rajoute à ça une journée où tu te fais engueuler par les clients en permanence et aussi la peur du chômage dans une situation économique qui est quand même assez galère. Et au milieu de ces quatre forces-là, tu as des salariés que nous avons eus au téléphone qui n'arrivent plus à dormir, qui sont pressurisés jusqu'à être détruits psychiquement, qui ont peur, qui sont tétanisés et qui sont assez saccagés, quoi. On a eu des témoignages de personnes qui se sentaient comme des merdes, qui se sentaient dépressives, qui se sentaient inutiles. Et on parle là de personnes qui sont construites, hein. On ne parle pas de gamins de 18 ans, tu vois, machin, où on pourrait dire que, tu vois, ils batifolent. Là, non, on parle de personnes construites, des personnes qui ont été transformées par l'expérience femme. Là-bas, on te reprocherait d'être humain, on te reprocherait d'avoir des sentiments et de poser des questions. Et les gens avec qui on a discuté, qu'ils soient encore à l'ASFAM ou qu'ils soient en arrêt maladie, ces personnes-là, elles ont encore la peur au ventre. Et on le dit comme ça en vidéo, mais quand tu l'écoutes ou quand tu la ressens quand tu es un salarié, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, cette emprise-là. On parle de gens qui avaient des crises d'angoisse avant de venir au boulot. On parle de gens qui chialent dans leur voiture avant et après le boulot. On parle de gens qui restent tétanisés. On parle de gens qui restent en arrêt maladie pendant plusieurs mois parce qu'ils ont été détruits à cause de ça. Je vais vous lire d'ailleurs un message qu'un des salariés a envoyé à un autre, c'est-à-dire un message qui est une relation normale entre deux employés de l'ASFAM. Deux employés qui se connaissent bien. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que moi, ça ne va pas du tout. J'ai pas eu le salaire qu'il me fallait en décembre. Je suis en train de me battre pour une régularisation, bon bref, c'est le bordel. Je vais au boulot à reculons, j'essaye de tenir le coup pour ne pas partir avant. J'aimerais juste entendre que tu me dises « Tiens le coup, c'est une histoire de quelques semaines. J'en peux plus, je voudrais que ça en finisse. Rappelle-moi quand tu peux, bisous. » Et encore, ce message-là, ça reste mignon. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont en arrêt. C'est dur d'estimer, là je suis de Guingamp, donc forcément c'est dur d'estimer de là où je suis, mais on a posé la question à chaque fois à nos témoins et on retrouve une fourchette en permanence de 30 à 50 personnes qui sont en arrêt, dont beaucoup qui sont en arrêt maladie à cause de burn-out. T'imagines, hein, dans des services, c'est 50%. T'as la moitié de tes collègues qui sont partis, dont la grosse majorité pour des burn-out. T'imagines l'ambiance après? T'as l'impression là-bas que t'es un survivant, quoi. Bref, on ne ressort jamais indemne de cette expérience salariale de l'ASFAM et je sais pas si... si, je sais que je n'arriverai jamais à retransmettre ce mélange à la fois de détresse et de courage des personnes qui m'ont appelé et qui m'ont délivré tous leurs ressentis, qui sont allés très loin là-dedans. Je sais que la vidéo, jamais elle va impacter autant que ce que les gens ont ressenti dans leur intimité. Voilà, mais à défaut de pouvoir vous le faire ressentir, je vous dis que ce truc-là nous dépasse et que la force de ces témoignages-là, c'est des trucs qui ne s'oublient pas. Et pendant que certains dépriment et font des burn-out, eh ben, tu en as d'autres qui passent des jolis séminaires comme vous le voyez à Malte. Voilà, il y a des pieuvres, il y a des requins, il y a des caisses de champagne.
toute la dissonance de la SFAM. Donc les profils low, ils finissent en dépression et ils appellent le canard réfractaire, et les profils requins, ils ont des caisses de champagne, d'après nos témoignages qu'on a reçus évidemment. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, enfin moi en tout cas, là où je suis, pas énormément de choses à part des vidéos et de l'agitation. C'est des trucs qui vont se régler à l'intérieur de l'entreprise, c'est des choses qui vont se régler par l'action collective. Et voilà, il faut se mettre ensemble, il faut discuter, il faut agir pour récupérer cette dignité qui a été volée à beaucoup de salariés. Et une fois que tu as récupéré ta dignité, une fois que tu as fait de l'action collective pour batailler, tu vois, pour aller au contact et récupérer cette fierté-là qui t'ont prélevé, quoi. Une fois que tu as ça, il faut du temps pour te reconstruire. Et ça encore, c'est ce que j'ai reçu d'un témoignage. Voilà. C'est une personne qui, je vais dire des bêtises, de toute façon, il ne faut pas que je dise le truc exact, mais ça faisait quasiment 1 an que cette personne-là avait quitté la SFAM, et cette personne envisageait, quand je l'ai appelée donc il y a à peu près 1 semaine, elle envisageait de se reconstruire, tu vois. Donc je pense que si on précipite un peu le combat pour récupérer cette dignité-là, je pense que cette reconstruction, elle va pouvoir se faire beaucoup plus rapidement, elle va pouvoir s'enchaîner. Mais il faut juste pas qu'on ait cette impression que les gens qui abusent avec des pratiques de management et de commerce qui sont assez dégueulasses, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ces personnes-là puissent faire tout sans jamais subir de conséquences. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire de l'action collective. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos. C'est donc la fin de cette vidéo qui parlait des pratiques de management. Donc si toi tu travailles à la SFAM et que tu as envie de nous aider dans notre enquête, voici l'adresse, c'est sfam@lecanardréfractaire.org, et tout est anonyme puisque c'est protégé par le... Enfin, j'ai déjà dit ça au début, non? C'est protégé par le secret des sources journalistiques et par le secret judiciaire de notre avocat. Et c'est à travers justement les témoignages et les documents que vous allez nous envoyer que... On a déjà reçu beaucoup de témoignages et de documents, mais si on en a encore plus, c'est tant mieux. Et c'est avec ça et votre accord, évidemment, à chaque fois, qu'on va essayer de constituer un gros dossier de presse pour faire bouger les copains journalistes dans d'autres médias qui auront sans doute plus de puissance que nous et plus de compétences que nous. En tout cas, nous, il nous reste beaucoup de choses à vous montrer, de témoignages à vous transmettre, de documents à vous révéler. Ça va arriver tous les jours de la semaine puisque nous sommes dans la semaine SFAM, nous sommes seulement lundi et donc il reste 6 vidéos. Ça va être sympa, ça va être sympa. Et puis rapprochez-vous des syndicats, quoi, surtout ceux de Romans-sur-Isère, vraiment. Avec un syndicat, vous arriverez à discuter et vous arriverez à faire un rapport de force pour améliorer les conditions de travail et les pratiques commerciales. Mais s'il n'y a pas d'action collective, ça va être dur en fait de faire des choses. Et à Roanne, ils ont un syndicat, ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, mais au moins c'est une base sur laquelle vous pouvez structurer une action collective, et ça c'est cool. En attendant, amis réfractaires, des bisous, et puis à demain.